Donc, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes Adrien Louessard et Jérôme Thomas du cabinet Finance et Stratégie, donc respectivement consultant et associé au sein du cabinet Finance et Stratégie. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéoconférence qu'on organise donc, comme vous le savez certainement, de façon hebdomadaire au niveau de Finance et Stratégie pendant la période de confinement. Aujourd'hui, on va revenir sur le sujet du pilotage financier en période de crise. À ce titre, en fait, dans le prolongement de la présentation dédiée au tableau de bord qu'on avait fait, pas la semaine dernière, mais celle la semaine précédente avec Jérôme, on va à présent se focaliser sur un autre outil de pilotage essentiel qui est le prévisionnel financier. Donc à l'image en fait des précédentes interventions, vous pouvez nous faire part de vos remarques en écrivant dans la rubrique questions qui est située à droite de l'écran que vous avez sous les yeux. Et vous avez aussi la possibilité de basculer en plein écran sur la vidéo, ce qui vous permettra de mieux voir les slides que Jérôme vous présentera, notamment ceux sur lesquels on a des tableaux. Et n'hésitez pas bien sûr à nous faire part de vos remarques et à nous poser vos questions. On veillera à y répondre au cours de cette présentation. Voilà. L'intervention du jour durera environ 45 minutes. On aura le plaisir lors de cette intervention d'accueillir Benoît Vaillant, dirigeant de l'entreprise Pollen, qui viendra illustrer nos propos par un témoignage concret de l'intérêt que lui voit à l'établissement de prévisionnel financier. Donc, Jérôme, on va pouvoir commencer dès maintenant. Peut-être que pour ça, tu pourrais nous expliquer en quoi le contexte actuel oblige les chefs d'entreprise à piloter au plus près leur société sur le plan financier. Oui, ben effectivement, le contexte actuel oblige les chefs d'entreprise à piloter, à gérer finement leur entreprise pour pouvoir évidemment anticiper les éventuelles difficultés qui peuvent se présenter à eux. Et je dirais plus largement, la nécessité aujourd'hui, eh bien, c'est de protéger la rentabilité des entreprises, voire l'optimiser quand on le peut. Quelques exemples, protéger sa rentabilité, ça peut être notamment de faire jouer les dispositifs d'activité partielle qui évidemment permettent de limiter la casse sur le plan de la rentabilité de l'entreprise. L'optimiser, ça peut être par exemple de négocier auprès de son bailleur par exemple une annulation du loyer pendant quelques mois qui court, pendant 2-3 mois par exemple, la période de crise qui existe aujourd'hui dans les galeries marchandes de certaines villes. Donc c'est un moyen de préserver, d'optimiser la rentabilité de l'entreprise dans un contexte de crise. Et tout ceci dans une optique d'assurer bien évidemment la pérennité de son entreprise à court et à moyen terme. Alors quels outils peut-on utiliser pour gérer son entreprise de façon fine dans le cadre du contexte de crise? Un premier outil qui est le tableau de bord, dont on a parlé longuement il y a 2 semaines, donc je ne vais pas y revenir très longuement, mais enfin c'est, on va dire, l'outil de pilotage au quotidien du chef d'entreprise qui lui permet de suivre l'évolution au jour le jour, au mois le mois de l'activité et parfois de la rentabilité de son entreprise. Et donc on rappelle ici simplement quelques recommandations que nous avions faites il y a 2 semaines sur la manière de le mettre en œuvre. Donc c'est un premier outil bien évidemment. Un second outil qui peut être imaginé également, c'est la réalisation d'une situation intermédiaire à 6 mois. Par exemple, pour des entreprises clôturant au 31 décembre, eh bien, une situation à fin juin pourrait être réalisée. Cette situation permettra de mesurer l'impact de la crise tant sur le premier semestre que sur le second semestre, puisque évidemment, au 31 décembre prochain, on aura un bilan sur 12 mois et on pourra le comparer à la situation intermédiaire à 6 mois, ce qui permettra de voir les évolutions qui auront eu lieu entre le premier semestre, où l'impact de la crise n'est que partiel en plus, et le second semestre qui arrive. Et puis, une situation intermédiaire, par définition, est plus fiable qu'un tableau de bord, donc elle peut permettre également de mieux cerner la situation de l'entreprise à fin juin ou à 6 mois, et permettre au chef d'entreprise de prendre les décisions qui s'imposent à partir de ces éléments plus fiables qu'un seul tableau de bord. Donc, notre témoin vient de nous rejoindre, Benoît Vaillant, qu'on accueille. Bienvenue à toi. Bonjour tout le monde. On peut également, en complément des 2 outils qu'on vient de passer en revue, évidemment, chercher à anticiper les impacts de la crise sanitaire sur la situation de son entreprise, les impacts étant multiples, des impacts sur la rentabilité de l'entreprise, des impacts sur
l'évolution du BFR, c'est-à-dire du besoin en fonds de roulement de l'entreprise, et en bout de course, les impacts sur l'évolution de la trésorerie de l'entreprise. Et donc, pour réaliser ce travail d'anticipation, la solution, c'est bien entendu de mettre en œuvre un prévisionnel financier, qu'on peut appeler également budget prévisionnel. En tous les cas, ça nécessite un travail spécifique de projection qui va nous permettre d'anticiper l'atterrissage à fin 2020 de la situation de l'entreprise. Et puis, avec 2020, on peut évidemment aller également jusqu'à 2021 dans une optique, pourquoi pas, de rebond sur l'année 2021 après une année 2020 en baisse d'activité, par exemple. Et ce sujet, bien évidemment, qu'on va développer en particulier aujourd'hui. Très bien, merci Jérôme pour ces éléments de contexte. Est-ce que tu peux nous dire en complément à qui s'adresse ce document? Je dirais qu'en premier lieu, ce travail de projection financière s'adresse aux chefs d'entreprise, puisque cette simulation financière va lui permettre d'anticiper, d'envisager les difficultés éventuelles qui peuvent se présenter à lui. Et en faisant ce travail, il va pouvoir aussi adapter sa stratégie, adapter par exemple son plan de recrutement, adapter pourquoi pas la mise en œuvre ou pas de certains investissements. Donc il va pouvoir aussi réfléchir, je dirais, en faisant cet exercice à l'évolution, à l'adaptation de sa stratégie dans les mois qui viennent pour justement réduire ou préserver, optimiser la rentabilité que j'évoquais tout à l'heure. Et puis plus largement, le fait d'avoir fait ce travail de projection va permettre aussi dans les mois qui viennent d'avoir un référentiel auquel le chef d'entreprise va pouvoir comparer les réalisations de l'entreprise pour pouvoir se situer par rapport à ce référentiel. Est-ce que je suis au-dessus de la prévision que j'avais faite? Est-ce que je suis en dessous? Et donc de pouvoir piloter au mieux son entreprise. Ensuite, bien sûr, l'utilité du prévisionnel financier peut également être pour des tiers, pour les autres, en particulier pour des banquiers ou pour des investisseurs qui seraient présents au capital. Les banquiers, comme ces investisseurs, sont intéressés à connaître évidemment les anticipations qui sont faites par le dirigeant de l'entreprise. Donc on a d'abord une première logique de reporting ou d'éclairage sur ces anticipations qui sont faites en interne et qui sont donc communiquées en externe auprès des partenaires financiers. Et puis, on le sait bien aujourd'hui, la crise actuelle implique la mise en place de financements, notamment le PGE, prêt garanti par l'État. Et donc, l'utilité du prévisionnel financier aussi, c'est d'éclairer le banquier sur la situation financière de l'entreprise dans les mois à venir, de calibrer le besoin de trésorerie, le besoin financier de l'entreprise, et donc d'exprimer une demande cohérente et justifiée au travers d'un prévisionnel financier à ces banques, dans l'optique, bien évidemment, d'obtenir le fameux PGE dont je viens de parler. Et puis, je dirais, dans le cadre d'une activité plus courante, pour des entreprises qui auraient mis en place un process et qui font un prévisionnel financier chaque année, la bonne pratique en la matière, c'est de pouvoir joindre son prévisionnel N+1 à la présentation du bilan de l'année écoulée. Donc, je présente mon bilan qui est représentatif évidemment du passé, et tout de suite, je peux aborder, quand je fais ce travail de façon régulière, la présentation du prévisionnel de l'année à venir à mes banques, ce qui permet notamment, pourquoi pas, d'exprimer à cette occasion des demandes de financement pour couvrir, par exemple, des besoins d'investissement à venir ou qui sont intégrés au prévisionnel. Donc c'est un travail qui est destiné en interne aux chefs d'entreprise, mais aussi en externe, en partie, notamment aux banquiers et dans certains cas des investisseurs en capital selon le cas. Très bien, donc maintenant qu'on a vu pourquoi établir un prévisionnel, notamment dans la période actuelle, mais également à qui adresser le document, on va peut-être pouvoir s'intéresser maintenant à voir comment on met concrètement en œuvre le prévisionnel. Oui, maintenant qu'on a effectivement donné l'utilité et un peu les objectifs associés à ce travail, comment mettons en œuvre un prévisionnel financier au sein d'une entreprise? Un petit d'abord état des lieux dans les TPE et petites PME. On regarde notre expérience en la matière, on voit que les outils prévisionnels, comme d'ailleurs le tableau de bord dont on a parlé il y a 2 semaines, sont assez peu développés. C'est pas forcément une pratique très développée ou très courante. Et lorsque le budget prévisionnel existe, il est généralement réalisé avec Excel et il est fréquemment incomplet, voire peu fiable.
parce qu'on n'a pas forcément toujours la bonne logique ou la logique comptable. On est parfois dans une logique de dépenses-recettes plus qu'une logique d'engagement qui est souvent celle qui prime en matière de comptabilité. Et au final, en synthèse par rapport à ça, le plus souvent, on limite le budget prévisionnel à un compte de résultat prévisionnel. Or, on va voir dans un instant qu'un prévisionnel complet ne comprend pas que seulement le compte de résultat, mais d'autres tableaux de synthèse qui sont tout aussi importants que le compte de résultat. Je dirais par rapport à ça on pourrait dire qu'on ne meurt pas d'un problème de rentabilité dans une entreprise, on meurt d'un problème de trésorerie. Donc on voit bien qu'on a besoin d'aller sur d'autres terrains que celui du seul compte de résultat, en particulier sur le terrain du plan de trésorerie prévisionnel. Alors, quelques recommandations pour mettre en œuvre un budget prévisionnel au sein de vos entreprises. D'abord, la première des recommandations, c'est d'utiliser des logiciels qui sont fiables. Donc, plutôt éviter Excel qui pose souvent des problèmes de formules, de macros, et on se rend compte finalement quand on regarde le contenu du prévisionnel qu'il y a des erreurs ou des incohérences qui sont notamment liées à des formules. Et donc, il existe sur le marché des logiciels dédiés à cet exercice de réalisation de prévisionnel. J'en cite deux ici qui sont les principaux, RCA Prévision Flash et Sage Business Plan Expert. Ces deux outils sont des outils professionnels, sécurisés, fiables, je dirais, et qui permettent, lorsqu'on a un minimum de logique comptable, de réaliser des prévisionnels sans avoir les problèmes de macros, de formules que j'évoquais tout à l'heure avec Excel. Donc déjà, il faut quand même avoir des outils fiables pour réaliser l'exercice. Et ces outils vont nous permettre en fait d'obtenir non pas uniquement un compte de résultat, mais des états de synthèse qui comprennent bien sûr le compte de résultat, mais également le plan de financement de l'entreprise, plan de financement prévisionnel, j'y reviendrai dans un instant, le bilan prévisionnel de l'entreprise, ainsi qu'un plan de trésorerie mensuel qui va notamment nous éclairer sur les besoins financiers de l'entreprise ou du projet. Et l'avantage de ces logiciels, c'est qu'une fois qu'on a construit finalement le prévisionnel une première fois, on peut ensuite modifier les paramètres assez facilement, jouer sur les hypothèses de travail, et on peut faire varier les scénarios. On parle ici de scénario crash test, puisque nous sommes dans un contexte de crise, mais on peut donc réaliser plusieurs scénarios, et c'est même recommandé, je dirais. Je cite sur le slide suivant 2 scénarios, mais on pourrait même aller jusqu'à 3 scénarios possibles. Un scénario médian, un scénario repli, voire un scénario ambitieux dans certains cas, notamment pour motiver ses équipes en interne. Pour en revenir à ces 2 scénarios médian et repli, en fait, l'idée ici, c'est d'avoir une logique, de se placer dans une logique de tunnel de faisabilité, une sorte de point haut et de point bas, et je vais essayer de piloter mon entreprise dans les mois à venir dans ce tunnel de faisabilité. Et on le verra tout à l'heure, mais la politique financière qui découle de ces scénarios, évidemment, est différente d'un scénario à l'autre. Et donc, on va mettre en place plutôt aujourd'hui une politique financière par rapport au scénario repli, en espérant, bien évidemment, plutôt réaliser le scénario médian. Mais on préfère avoir des marges de manœuvre dans un contexte qui est relativement incertain aujourd'hui. Et au besoin, par rapport à ce que je viens de dire, ça peut présenter une certaine technicité. Vous pouvez bien évidemment vous faire accompagner dans la mise en œuvre de votre prévisionnel financier. La plupart des cabinets comptables utilisent les outils que j'ai cités tout à l'heure. Ils peuvent vous accompagner évidemment sur ces questions. Des cabinets comme les nôtres également. On ne peut pas faire le prévisionnel à votre place parce que c'est vous qui avez les données d'entrée qu'on va saisir, entrer dans le logiciel. Vous connaissez votre marché, vous connaissez votre entreprise. Par contre, vous n'avez peut-être pas toujours la bonne logique au sens comptable, fiscal, etc. Donc nous, notre rôle, ça va être de vous poser les bonnes questions, de venir vous chercher pour obtenir les bonnes informations, les bonnes données, les bons inputs pour entrer les données dans le logiciel. Et ensuite, notre rôle, c'est de faire en sorte que la présentation du scénario prévisionnel soit fiable sur le plan des règles comptables, sur le plan des règles fiscales, et ensuite réfléchir à vos côtés sur la politique financière à mettre en œuvre au regard, évidemment, du scénario ou des scénarios prévisionnels qui auront été réalisés. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, je dirais. On fait ça ensemble pour avoir un résultat, je dirais, le plus fiable possible.
Donc, je citais tout à l'heure 4 états de synthèse. On connaît tous évidemment la notion de compte de résultat, donc j'y reviendrai pas. Hein. Compte de résultat prévisionnel qui est le premier document qui ressort évidemment dans un prévisionnel. Pour être complet, il faut donc y adjoindre idéalement un plan de financement. Qu'est-ce qu'un plan de financement et quelle est son utilité? En fait, un plan de financement va comparer les besoins de trésorerie d'une entreprise sur une année donnée avec les ressources de trésorerie de cette même entreprise et toujours sur l'exercice concerné. La différence entre les ressources de trésorerie de l'année et les besoins de trésorerie de l'année vont permettre justement d'expliquer la variation de trésorerie prévue, anticipée, entre le début d'exercice et la fin de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les besoins de trésorerie? Une entreprise a des besoins d'investissement, bien évidemment, à couvrir, qui est un besoin. Elle a des remboursements d'emprunts existants à couvrir, donc c'est aussi un besoin, bien évidemment. Il peut y avoir dans certains cas des remontées de dividendes, notamment des holdings, quand il y a des emprunts de reprise à rembourser qui constituent en soi un besoin. Et puis, un dernier besoin qui est un peu plus technique, qui touche aux besoins en fonds de roulement, qu'on appelle ici la variation du BFR. Donc, si la variation du BFR constitue un besoin, c'est qu'on a un BFR qui augmente. Un exemple simple, j'ai besoin d'avoir un stock plus important qu'auparavant. Ce stock rentre dans le calcul du BFR, puisqu'il est plus important, le BFR augmente et donc cela constitue sur l'année concernée un besoin de trésorerie à financer par l'entreprise. Et en face de ces besoins, on va avoir des ressources, on en cite 3 ici. La principale, c'est la capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement qu'on appelle aussi la CAF, elle provient du compte de résultat. Elle synthétise en quelque sorte le compte de résultat ou la rentabilité, autrement dit, en un seul flux, qui est un flux assimilable à un flux de trésorerie. Et ce flux de trésorerie, finalement, qui est la CAF, est une des ressources parmi d'autres de l'entreprise pour financer les différents besoins qu'on a listés précédemment. Parmi les autres ressources de trésorerie d'une entreprise sur une année donnée, il peut y avoir des apports des actionnaires nouveaux, apports en capital et ou en compte courant. Donc, bien sûr, s'il y a des nouveaux apports, ça constitue une nouvelle ressource. Et il peut y avoir bien évidemment également des nouveaux emprunts qui sont souscrits sur l'année, qui vont notamment être affectés par exemple au financement des investissements. Et donc quand on compare ces besoins et ces ressources, on explique poste par poste finalement d'où vient la variation de trésorerie de l'année. Donc c'est un premier document utile et qui est très important aux yeux des banquiers notamment parce qu'il permet aussi de dégager ou de savoir qui finance quoi. Est-ce que c'est les banques qui financent la totalité du besoin de l'entreprise? Est-ce que ce financement est partagé avec les actionnaires du fait d'apports en capital et compte courant? Est-ce que les besoins sont couverts grâce à la rentabilité, c'est-à-dire la CAF? Donc on voit qui finance quoi dans un plan de financement et ça donne de l'importance aux yeux du banquier notamment à ce document. Troisième document après le compte de résultat et le plan de financement, c'est le bilan prévisionnel. Ce n'est pas un exercice facile de simuler un an à l'avance l'atterrissage du bilan prévisionnel d'une entreprise, mais les outils qu'on a vus tout à l'heure permettent de le faire. Et globalement, l'utilité du bilan prévisionnel, c'est de permettre de valider la cohérence d'ensemble du prévisionnel d'exploitation en termes d'équilibre financier d'une part, et en termes de capacité à trouver les financements nécessaires à l'entreprise. Je montrerai un exemple tout à l'heure de bilan prévisionnel, mais on va trouver notamment dans le bilan prévisionnel les capitaux propres de l'entreprise. On va trouver également les emprunts bancaires de l'entreprise, début d'année, fin d'année. Et donc, on va dégager de ce tableau, de cet état, la structure financière de l'entreprise et on va pouvoir s'intéresser au niveau d'endettement, est-ce qu'on est très endetté ou pas très endetté au regard des capitaux propres de l'entreprise. En tout cas, on va pouvoir porter une opinion sur la structure financière de l'entreprise et sa capacité à aller chercher ou pas des nouveaux financements, notamment au regard de ses capitaux propres. Dernier état de synthèse que j'évoquais, donc le plan de trésorerie mensuel, je dirais que c'est le plus important au jour d'aujourd'hui, puisque le contexte de crise évidemment a un fort impact sur la trésorerie des entreprises, notamment celles qui subissent des fermetures administratives ou des baisses d'activité très importantes, puisque on a des chiffres d'affaires à zéro depuis quelques semaines. Ça pourra durer quelques mois pour certains, notamment ceux qui sont en fermeture administrative, je pense aux loisirs notamment. Et bien forcément, cette fermeture administrative ou cette baisse importante de l'activité de l'entreprise
va nécessairement avoir des impacts dans les mois qui viennent sur le niveau de trésorerie de la société, sur son évolution. Et donc, finalement, le travail qui est fait au travers du budget prévisionnel, c'est d'essayer de simuler l'évolution probable de la trésorerie de l'entreprise dans les mois à venir, tout en tenant compte de la saisonnalité de l'activité. C'est un point très important aujourd'hui, compte tenu de ce que je viens de dire, puisque finalement, la saisonnalité habituelle de l'entreprise est perturbée aujourd'hui avec la crise, puisque certaines entreprises voient leur chiffre d'affaires à 0 en avril, elles ont connu une baisse en mars, elles en connaîtront une autre probablement en mai. Et donc finalement, on espère bien sûr tous un rebond et une reconstitution des ventes et de l'activité dans les mois qui viennent, mais cela biaise quelque peu la saisonnalité de l'activité, d'où l'importance justement de faire ce travail de simulation et d'intégrer cette nouvelle saisonnalité issue de la crise dans le scénario. Je vous montrerai également un exemple dans un instant. Le but de l'exercice ici, c'est de chiffrer justement les besoins financiers de l'entreprise à venir. Et une fois qu'on a déterminé ce besoin financier, notamment dans le scénario repli qui est le plus dégradé, on va pouvoir ensuite déterminer la politique financière à mettre en œuvre, et en particulier, si l'entreprise globalement a des bons fondamentaux, on va pouvoir aussi exprimer aux banques notamment une demande de financement dans le cadre du PGE, qui est justifiée par un prévisionnel, qui est cohérente par rapport à un besoin qui a été modélisé. Et donc, on essaie évidemment d'exprimer aux banquiers quels sont les impacts de la crise sur l'entreprise, notamment sur sa trésorerie. Où est-ce que tout ça nous amène, en gros, dans les 6-9 prochains mois, et quel est le besoin en contrepartie en termes de PGE. Et puis, éventuellement, si on fait le travail sur 2021, on peut commencer à regarder si sur 2021, l'entreprise sera ou non en capacité de rembourser le PGE en une fois, puisque pour beaucoup d'entre elles, évidemment, il est probable que le PGE soit plutôt étalé dans le temps en termes de remboursement, comme le PGE le prévoit. Et donc le 2021 permet quand même d'éclairer ce sujet. Est-ce que ma trésorerie va se reconstituer fin 2020-2021, ce qui me permettrait éventuellement de solder le PGE, ou est-ce que globalement, ce trou de trésorerie, je ne le récupérerai pas dans les prochains mois, et donc le PGE, je vais plutôt être obligé évidemment de l'amortir sur plusieurs années en termes de remboursement. Donc une fois qu'on a ces 4 tableaux de synthèse, évidemment, on a un prévisionnel complet qui correspond, je dirais, aux attentes des banquiers notamment, ou des financiers au sens large. Donc, je vais vous en présenter un exemple qui est issu d'un cas réel que j'ai eu à traiter ces dernières semaines, dans le cadre d'une demande de PGE. Alors bien sûr, pour des raisons de confidentialité, j'ai modifié les chiffres, je les ai arrondis, donc le cas réel est quand même est un petit peu éloigné de ce que je vais vous présenter, mais dans les grandes masses, globalement, ça reste cohérent globalement. Donc, je vais vous montrer les 4 états de synthèse qu'on vient de passer en revue. Le premier d'entre eux, le compte de résultat prévisionnel. En 2 mots, ici, on voit que cette entreprise, en 2019, faisait 2,5 millions de chiffre d'affaires. Elle était profitable puisqu'elle dégageait près de 400 000 euros de résultats d'exploitation et elle dégageait un résultat net, résultat de l'exercice, de l'ordre de 260 000 euros. 2020 est attendu en baisse d'activité. En termes de chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 40% de baisse d'activité dans ce scénario. On voit que l'entreprise a réduit quelque peu ses charges de structure. On a des services externes qui baissent de 30 000 euros. On essaye de faire des économies sur les postes là où c'est possible. On voit que la masse salariale a plutôt diminué également. Elle a diminué d'une part parce qu'on n'a pas forcément, évidemment, embauché tel qu'on avait peut-être imaginé il y a quelques semaines. Et surtout, cette entreprise a fait jouer les dispositifs d'activité partielle. Donc, dans l'évaluation de la masse salariale, on a les remboursements de l'État qui sont inclus dans ces montants qui permettent d'alléger quelque peu la masse salariale de l'entreprise. Tout ça étant basé malgré tout sur des hypothèses de durée de ce chômage partiel qui reste bien évidemment incertain au moment où on réalise ce scénario. Malgré ces baisses de charges de structure, de coûts fixes de l'entreprise, on voit que la baisse d'activité, donc la baisse de marge, impacte relativement fortement la rentabilité de l'entreprise, puisque le résultat d'exploitation qui était de près de 400 000 en 2019 passe à moins 150 000 en 2020. On ne paye plus d'impôts sur les sociétés, bien évidemment, donc le résultat net est à peu près du même niveau. Donc on est dans ce scénario en perte sur l'année 2020. Et qui s'explique principalement, je dirais, par la baisse d'activité, bien évidemment.
Donc, une fois qu'on a fait ce travail de projection sur le plan du compte de résultat, on peut aller sur le terrain du plan de financement. Le plan de financement de ce même dossier, de ce même cas d'entreprise, nous dit quoi? Il compare, comme je l'ai dit tout à l'heure, les besoins de l'année avec les ressources de l'année. Si je m'intéresse aux ressources, il n'y en a que deux. Il y a la CAF dont j'ai parlé tout à l'heure, la capacité d'autofinancement. Elle provient du compte de résultat. Notre compte de résultat est en perte et donc cela aboutit à une CAF ici qui est négative, c'est-à-dire que notre exploitation a détruit de la trésorerie. Et donc ça n'est plus une ressource finalement, une CAF négative, c'est un besoin finalement à couvrir pour l'entreprise. C'est la destruction de trésorerie correspondant à ces pertes pour aller à l'essentiel. Et puis parmi les autres ressources, il y a un emprunt, souscription d'emprunt 20 000 euros, qui sert ici à couvrir simplement les investissements prévus sur l'année 2020, 20 000 euros. Et on n'a pas intégré d'autres financements, notamment le PGE, pour avoir une vision dans ce scénario de la situation de la trésorerie de l'entreprise avant mise en place du PGE. Si on s'intéresse toujours au plan de financement et cette fois aux besoins, on a donc un besoin d'investissement pour 20 000. On avait déjà des emprunts, on le verra dans le bilan tout à l'heure, qui seront en partie à rembourser sur 2020 pour 30 000 euros. Et on a un autre besoin qui est une augmentation du BFR, besoin en fonds de roulement, de l'ordre de 70 000 euros à couvrir. Donc au final, on a 120 000 euros à peu près de besoin à couvrir. On n'a quasiment aucune ressource puisque notre CAF est négative. Et donc on attend sur l'année, en flux annuel, une dégradation de la trésorerie, une variation de la trésorerie négative de l'ordre de 240 000 euros dans ce dossier. On le verra tout à l'heure dans le bilan, la trésorerie était positive en début d'année, de l'ordre de 60 000 euros je crois. Il est attendu à ce qu'elle tombe à moins 170 000 à la fin de l'année 2020. Et on verra tout cela de façon plus claire et plus précise dans le plan de trésorerie prévisionnel évidemment. À titre indicatif, j'ai mis le tableau du besoin en fonds de roulement qui permet d'en avoir le détail ici. On voit que cette entreprise voit son besoin en fonds de roulement augmenter malgré des stocks qui baissent, malgré un poste client qui baisse. Pourquoi? Parce que dans le bilan 2019, on avait une dette fiscale, d'IS notamment, qui disparaît à fin 2020 et qui vient finalement créer une augmentation du BFR, mais qui est du coup une augmentation un peu technique, qui a un caractère fiscal. On va dire que le BFR d'exploitation à proprement dit a légèrement baissé. Mais enfin, le besoin reste globalement stable et donc ça ne permet pas d'améliorer ou d'avoir un gain de trésorerie sur l'exercice. Tableau suivant, donc le bilan prévisionnel. Donc là, il y a beaucoup de chiffres dans ce tableau, donc je vais aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi dans un bilan ou dans un bilan prévisionnel? Eh bien, c'est les capitaux propres d'une part, et c'est l'endettement d'autre part. On retrouve à l'actif du bilan, bien sûr, la trésorerie, mais la trésorerie, on l'a déjà vu dans le plan de financement, on la reverra dans le plan de trésorerie. Donc le bilan va plutôt s'intéresser aux capitaux propres et au niveau d'endettement de la structure. À fin 2019, on voit que cette entreprise avait 1 million de capitaux propres, un endettement de l'ordre de 180 000 euros. Et on voit que les pertes de l'année attendue, de l'année 2020, autour de moins 160 000 euros, vont venir gréver les capitaux propres de l'entreprise. Et comme ceci était relativement important et largement positif, on conserve un niveau de capitaux propres assez important à fin 2020, de l'ordre de 850 000 euros. Et comparé au niveau d'endettement de 170 000, évidemment, on a plutôt un partage du risque qui est cohérent, ou en tout cas plutôt en faveur de l'entreprise par rapport au risque pris par les banques. Bien évidemment, on n'a pas intégré ici le PGE, comme je l'ai dit. Donc le PGE, selon le niveau de PGE demandé, ça viendrait augmenter, bien évidemment, le niveau d'endettement à fin 2020 de l'entreprise. Enfin, on voit qu'on a ici des capitaux propres importants, largement positifs, et donc on a une structure de bilan, une structure financière qui est solide et qui absorbe finalement la mauvaise année 2020 sur le plan notamment des capitaux propres. Donc il n'y a pas de difficultés majeures sur le plan du bilan dans ce cas. Dernier tableau donc prévisionnel, le plan de trésorerie mensuel cette fois. Donc là, ce que vous voyez, c'est un graphique de trésorerie sur les 12 mois de 2020. Chaque point représente donc un mois donné. Et on a ici finalement la conséquence de la baisse d'activité constatée sur les dernières semaines et les mois à venir, tel qu'on l'a estimé avec le client. Et on voit que cette entreprise avait une trésorerie positive
à fin 2019. Elle avait toujours une trésorerie positive jusqu'en mai, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il est prévu qu'elle conserve une trésorerie positive jusqu'en mai. Et on a un début de dégradation assez rapide à compter de juillet. Pourquoi à compter de juillet? Parce que c'est en juillet qu'on encaisse habituellement, en gros, le chiffre d'affaires d'avril et mai selon les délais de paiement des clients. Donc forcément, la mauvaise facturation des mois d'avril et de mai impacte le mois de juillet en particulier dans ce cas. Et puis on voit qu'ensuite, on a du mal à remonter la pente, même si l'activité reprend au mois de septembre, admettons à peu près normalement dans ce cas de figure. On voit qu'évidemment, ce qu'on a perdu en trésorerie du fait de la crise, on a du mal à le récupérer. Et de ce fait, on termine l'année 2020 avec une trésorerie qui est négative de l'ordre de 170 000 dans ce dossier. Et donc, si on devait demander évidemment un PGE sur ce dossier, ça reste imprévisionnel, tout ça reste évidemment incertain. Et donc, il faut, après mise en place du PGE, évidemment, conserver des marges de manœuvre de trésorerie d'une certaine importance. Donc ici, il faudrait demander probablement au minimum 250 000 € de PGE pour retrouver un niveau de trésorerie de l'ordre de 50 à 100 000, ce qu'il était à peu près en début d'année, en début d'exercice. Et 250 000 € d'emprunt dans ce dossier, quand on a vu tout à l'heure les capitaux propres qui étaient à 850 par rapport à moins de 200 000 € d'endettement préexistant, on voit que c'est une demande qui est cohérente et largement acceptable évidemment pour les banquiers, avec une entreprise qui gagnait de l'argent, comme on l'a vu en 2019 par ailleurs. Donc on peut penser que quand la crise sera derrière nous, évidemment, cette entreprise sera en mesure de regagner de l'argent, peut-être pas dans les proportions de 2019, mais enfin, elle devrait pouvoir retrouver un niveau de rentabilité plus satisfaisant, évidemment. Donc globalement, voilà la mécanique, je dirais, les tableaux de synthèse qui découlent du budget prévisionnel et qui servent notamment dans le cadre des demandes de financement actuellement. Merci Jérôme pour cette présentation qui nous permet de mieux appréhender la manière de construire un prévisionnel financier. Comme on l'a évoqué au début de la présentation, et vous avez dû apercevoir aussi Benoît tout à l'heure, on a le plaisir d'avoir Benoît avec nous. Donc on remercie vivement, je pense que voilà, il arrive, parfait. Donc Benoît, merci beaucoup à nouveau d'être présent et d'avoir accepté de témoigner. C'est moi qui vous remercie. Et vous présenter un petit peu, avant de vous laisser la parole, aux personnes qui nous regardent. Donc vous êtes le dirigeant de l'entreprise Pollen, spécialisée dans la distribution dans le secteur du livre. Le siège de Pollen est en Île-de-France et vous possédez une plateforme logistique en Vendée. Donc l'entreprise Pollen compte un effectif de 25 personnes. Voilà, comme ça fait quelques éléments de contexte. Je vais vous laisser donc la parole pour exprimer votre vécu, votre expérience en matière de budget prévisionnel, puis nous indiquer concrètement quelle est pour vous l'utilité de ce type de document qu'est le prévisionnel dans votre activité. Bon, écoute, moi déjà le prévisionnel, moi j'ai pris la méthode feignant pour le monter. Je suis incapable de jongler avec un Excel pour intégrer tout ce que font les outils qu'a cité Jérôme. Donc moi, ça fait, je pense, une dizaine d'années maintenant, peut-être même un peu plus que, peut-être pas toutes les années, mais au moins 2 années sur 3, je fais un prévisionnel avec Jérôme. C'est un investissement de long terme. Comme je dis, ça fait 10 ans. Donc la première année ou les 2 premières années, on a quand même dû tâtonner. La boîte a ses spécificités. Il faut les intégrer dans des outils ou des matrices qui ne sont pas forcément faites pour ça. Il faut réussir à entrer ça dans des cases. Et voilà, je dirais que pendant 2 ans, c'était assez compliqué de faire entrer notre compte de résultat, notre bilan dans je ne sais plus comment s'appelle le logiciel, Jérôme, GESCAP. C'est GESCAP qui est l'ancienne version de Sage qu'on a utilisée. Voilà, l'ancienne version de Sage. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'au bout de 2-3 ans, honnêtement, on ne réinvente pas la boîte chaque année. Donc au bout de 2-3 ans, et Jérôme et moi, on arrive à remettre les bons chiffres dans les bonnes cases. L'intérêt de tout ça, c'est au-delà d'aller chercher de l'argent ou de la trésorerie, même si on en a besoin, on a un effet négatif, mais ça ne veut pas dire que la trésorerie ne soit pas fragile.
Ça nous permet chaque année d'aller voir le banquier en disant écoutez, on en est là, monsieur le banquier. Et ça nous permet aussi, 2 ans après, de dire regardez, on vous annonçait qu'on en serait là. Alors, on n'est jamais, évidemment, mais montrer, voilà, justifier les écarts. Si on n'a pas, c'est encore mieux, évidemment. Voilà. Encore une fois, c'est beaucoup un outil pour se rassurer, surtout dans les temps difficiles. Pouvoir se dire sur le papier, dans 3 ans, ça ira mieux, ça permet d'avancer. Les premières années où j'ai fait ça avec le cabinet Finance et Stratégie, franchement, j'allais voir l'équipe avec le ventre un peu tordu en me disant je vais encore me faire défoncer. Et petit à petit surmonter. Je rebondis sur ce que tu dis, Benoît, juste pour apporter une précision. Effectivement, le gros du travail, il est à faire la première fois, finalement, une fois qu'on a fait une première fois le prévisionnel, la trame est construite, donc toutes les difficultés sont posées à ce moment-là, puis ensuite, on est dans une logique de mise à jour, finalement, et la mise à jour, sauf révolution dans l'entreprise, effectivement, elle est relativement simple à faire, elle ne prend pas forcément beaucoup de temps, parce que toute la trame du prévisionnel a déjà été pensée, construite au regard du modèle économique de l'entreprise. D'une année sur l'autre, on en tire de l'expérience, on affine aussi un petit peu tout ça. Et au bout d'un moment, on est relativement rodé finalement, et ça va assez vite de réaliser le budget prévisionnel, sauf changement majeur ou important au sein de l'entreprise, qui évidemment change beaucoup d'éléments, mais en rythme de croisière, disons que c'est assez facile à mettre à jour, ce qu'on fait aujourd'hui pour toi. C'est vrai que les premières fois, c'est plus compliqué parce qu'il faut découvrir et comprendre le modèle économique qui est assez complexe chez toi. Mais une fois que, voilà, avec 1 an ou 2 d'expérience, après, ça roule, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est pas un gros travail nécessairement d'une année sur l'autre, c'est ça que je veux dire. Non, je pense que les 2 premières années, en tout cas au moins la première, ça représentait l'un dans l'autre au moins 2 jours de boulot quand même. Maintenant, on a une demi-journée, une demi-vraie journée. Aujourd'hui, oui, c'est clair. Après, il y a 2 méthodes. Hein. Toi, tu as choisi d'externaliser ce travail. On a des clients, nous, à qui on fait internaliser le processus, et donc qui acquièrent un des outils qu'on a évoqués tout à l'heure. On les forme, on forme le chef d'entreprise, mais aussi ses équipes comptables ou financières, assistants de direction, responsables comptables. Et ils internalisent le logiciel, ils apprennent à l'utiliser, et après, c'est eux qui ont la main dessus, ils sont autonomes. Et nous, on vient plus en validation de leurs travaux internes, parce qu'il peut y avoir malgré tout des mauvaises saisies, des anomalies d'ordre comptable, etc. Donc il y a 2 façons de le faire, effectivement. Soit on externalise le travail complètement, ce qui est ton cas, soit on essaye de l'internaliser carrément et de se l'accaparer, ce qui n'est pas idiot non plus. Ça dépend un peu de la taille de l'entreprise, de sa structure sur le plan comptable, etc., etc. Mais c'est tout à fait possible, évidemment. Oui, je crois qu'il y a aussi un point sur la discipline. Hein. Faire un plan de trésorerie, faire un prévisionnel, ça demande du temps. Et je ne sais pas comment sont les autres chefs d'entreprise qui doivent être derrière leur micro, mais le temps, on en a rarement pour ce genre de choses. C'est comme décider du jour au lendemain, on va établir un plan de stratégie pour 5 ans. En réalité, c'est qu'on est toujours rattrapé par un quotidien. Donc le fait d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui va vous prendre par la main pour le faire, je serais incapable de le faire autrement, vraiment. Et c'est pas pour vendre Jérôme. Hein. Alors quand on préparait l'entretien, l'échange, tu nous citais quand même des cas où le prévisionnel a été assez utile pour toi dans le passé. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots, peut-être? Alors nous, il a été utile à, je dirais, peut-être 3 ou 4 moments déterminants. Il a été utile quand on a fait entrer un fonds d'investissement. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc là, évidemment, c'était des gens qui voulaient savoir comment ils allaient sortir dans 5 ans. Et qui sont sortis au bout de 6 ans à peu près dans les conditions qui avaient été prévues. Je pense que c'est la première fois où ça a été déterminant pour peut-être pas la survie, mais enfin pour le bon développement de l'entreprise. Tu as dit aussi tout à l'heure que ce plan permettait de faire des hypothèses. Nous, on a utilisé, encore une fois, ce plan de financement dans le cadre de croissance externe. On en a eu, je pense, 3 en 7-8 ans. Et donc, à chaque fois, ça a été à peu près le seul moyen de voir si... on l'a fait 3 fois en 7-8 ans, et puis on a dit non 2 fois, je pense. Et c'est à peu près le seul moyen de voir si
mes éventuels enthousiasmes étaient justifiés économiquement. Et on intégrait, toi tu achètes souvent des fonds de commerce et on intégrait l'activité achetée à la tienne et pour voir un petit peu ce que tout ça donne, effectivement. Et j'ai le souvenir il y a 5 ans d'une boîte plus grosse avec laquelle on avait travaillé assez loin. Jean-Marc était venu à Paris et on n'y a pas été. Depuis, cette boîte a disparu d'ailleurs, donc c'était peut-être pas une mauvaise idée de ne pas y aller. C'était dangereux. Voilà. C'était dangereux. Et évidemment, le cas le plus récent, ça a été le PGE. Parce que nous, je crois qu'en moins de 2 semaines, on avait l'argent sur le compte. Et ça a été permis. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait un historique de prévisionnel. On a juste eu à changer les chiffres en disant, avril-mai, tu ne feras pas de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et donc, ça permet d'être réactif. Et je pense qu'il y a un point aussi qui est important, c'est une question de forme. Et pour moi, la question de forme, je ne suis pas sûr que les banquiers reçoivent toujours des dossiers très bien ficelés. Oui, je pense que la forme que donnent les outils qui ont été cités est très, très importante. Et le fait, pour ce qui me concerne, que ce soit, encore une fois, je n'ai pas été invité là pour faire la promotion de Finance et Stratégie, mais le fait d'afficher, voilà, avec Finance et Stratégie, on considère que la courbe de Trésor, elle va fonctionner comme ça. Ça apporte, mais ça apporte un crédit en quelque sorte. Ça apporte un crédit supplémentaire. Ouais. Il y a un autre intervenant, Jérôme, ça t'a fait rire quand on en a parlé hier ou avant-hier, qui je tiens à ce qu'il soit sensible au prévisionnel. Moi, j'ai eu longtemps un meilleur ami, alors c'est pas vrai du tout. Je crois que je l'aurais crucifié, c'était le CAC. Mais ça permet aussi, vis-à-vis de gens comme ça, et puis on a fait un petit passage par le tribunal de commerce, ça permet aussi d'avoir une base de discussion. Voilà, de faire valoir qu'on sait où on va, qu'on est lucide sur un certain nombre d'éventuellement de faiblesses, qu'on est lucide sur des horizons de temps pour les surmonter, et qu'on ne part pas au petit bonheur la chance en espérant que la situation va s'améliorer. Qu'il y a un pilote, à la barre et que tu te projettes et que tu sais, ça reste incertain, hypothétique, mais enfin tu essayes de te projeter et de savoir où tu vas. C'est d'avoir un cap. Pour un CAC un peu embêtant. Effectivement, puisque lui, il considérait un temps, parce que c'est loin derrière toi aujourd'hui, mais que l'entreprise pouvait être dans une situation un peu compromise, et donc il t'avait envoyé vers les bras du tribunal de commerce, et donc notre travail prévisionnel ou budget prévisionnel t'avait aidé évidemment à t'exprimer à la fois vis-à-vis du CAC, mais aussi vis-à-vis du tribunal, pour dire que la situation n'était pas compromise, contrairement à ce qui lui avait été dit. Donc ça t'avait permis de sortir de cette ornière, effectivement. Et juste une précision, j'ai mis dans le slide une particularité de ton entreprise. Tu as un BFR négatif, donc je n'ai pas de statistiques précises, mais globalement, c'est à peu près peut-être 10% des entreprises qui ont un BFR négatif. Et je remets ça en perspective par rapport à ta demande de PGE qu'on a fait ensemble. Toi, ton entreprise est très particulière de ce point de vue, puisque tu as un BFR négatif qui alimente ta trésorerie, et la baisse d'activité liée à la crise, parce que tu es à l'arrêt, les libraires sont fermés, donc toi tu es à l'arrêt depuis quelques semaines, ou quasiment, eh bien, crée en fait une réduction de ton BFR négatif, et la réduction du BFR négatif, c'est une ressource en moins pour l'entreprise, et donc une trésorerie en moins. Et donc l'effet chez toi, il n'est pas tant lié à l'aspect rentabilité, mais il est très lié, l'impact trésorerie est très lié à ton BFR négatif qui se réduit du fait de la crise. Et du coup, ça va très très vite en termes de baisse de trésorerie à cause de cette réduction d'activité. Indépendamment, de façon totalement décorrélée de ta rentabilité, à la limite, que tu gagnes ou pas de l'argent, c'est même pas tellement le sujet cette année, entre guillemets. On préférait que tu en gagnes que l'inverse, mais enfin, l'aspect trésorerie, en tout cas, il découle directement de ton BFR et pas tellement de l'aspect compte de résultat et rentabilité. Ah oui, c'est purement mécanique. C'est purement mécanique. Ouais. Et c'est assez violent chez toi pour l'avoir vu au travers du prévisionnel, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter, Benoît? Je suis à votre disposition. Il y a peut-être des questions, je ne sais pas. De toute façon, on va terminer si tu n'as rien à ajouter sur des éventuelles questions qui nous seraient parvenues pendant l'intervention, je ne sais pas. Il y a eu une question, mais j'ai vu que Jean-Marc y avait répondu directement sur le chat qui concernait pas exactement
le prévisionnel, mais plutôt l'opportunité d'avoir recours à un nouveau financement suite à un premier crédit qui a été pris dans le cadre de la crise. Est-ce qu'il était opportun d'en faire un deuxième? Donc voilà, j'ai vu que Jean-Marc avait... En tout cas, c'est quelque chose de possible dans la limite des 25% du chiffre d'affaires, parce que le PGE est plafonné à 25% du chiffre d'affaires. Après, il est possible de souscrire plusieurs PGE pendant l'année 2020. Le PGE aujourd'hui est mis en place jusqu'au 31 décembre 2020. Et donc, si on a pris un PGE qui est très inférieur aux 25% du chiffre d'affaires en avril, par exemple, et qu'on voit que finalement l'ampleur de la crise est plus importante que ce qu'on avait imaginé à ce moment-là, il est tout à fait possible de demander une rallonge, sous réserve que les banques, évidemment, acceptent de prêter. Mais enfin, en tout cas, la demande peut être exprimée, considérant que le scénario qu'on a fait fin mars, début avril, a évolué depuis, parce qu'on y voit un peu plus clair aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, c'est tout à fait possible, techniquement, en tout cas, d'en ressouscrire. Ouais, et puis Jean-Marc rappelait aussi à juste titre que la Banque de France, lors de la réunion de la semaine dernière avec Pascal Touloux, Pascal nous indiquait que la Banque de France attachait beaucoup d'importance aux outils de pilotage et la façon dont c'était effectué dans les entreprises dans le cadre de la cotation. Voilà, c'est vraiment partie intégrante de leur démarche. Voilà, donc dans ce cas, on n'avait pas d'autres questions spécifiques. Donc, merci beaucoup à vous, Benoît, pour votre témoignage. Merci à toi, Jérôme, pour la présentation. Et merci à tous pour votre présence. On espère que ça vous a éclairé. On aura l'occasion de se retrouver la semaine prochaine avec Pascal Touloux de la Banque de France pour aborder un autre sujet qui est la médiation du crédit. C'est un levier qui est parfois méconnu, mais qui véritablement, pour les dirigeants qui y ont recours, permet parfois de sortir de situations de difficulté à obtenir des financements. Voilà, donc c'est un sujet intéressant et particulièrement d'actualité en ce moment. D'ici là, très bonne fin de journée à vous et à bientôt. Merci, au revoir.